donc, de la situation en 2019 des manœuvres de recrutement. Et donc, on va envisager donc 3 parties dans le topo. Premièrement, le rationnel et la définition des manœuvres de recrutement, puis ensuite les avantages, les inconvénients, et on verra ensuite les résultats cliniques et pour conclure. Donc, le rationnel et la définition finalement d'une manœuvre de recrutement, c'est d'appliquer avec le respirateur une pressurisation au niveau des voies aériennes qui va excéder largement la limite supérieure de sécurité qui est encore sévèrement recommandée actuellement, qui est de 30 cm d'eau en fin d'inspiration au cours du SDRA, mais ceci de façon transitoire et intermittente, c'est-à-dire éventuellement répétée au cours du temps. L'objectif, et on va le voir tout de suite après, c'est de dépasser la pression critique d'ouverture des unités alvéolaires terminales par une action donc volontaire sur le respirateur. Et l'objectif, c'est donc d'ouvrir, de réaérer le poumon, mais également de le maintenir ouvert. Et donc, du coup, la PEP est étroitement liée aux manœuvres de recrutement. Donc, c'est un jeu de pression. Et donc, sur cette représentation ultra schématique d'un poumon décubitus dorsal, avec les régions dorsales ici, ventrales, le sommet du poumon ici et le diaphragme ici, on va avoir 4 grands types de compartiments ultra schématiquement. D'une part, des alvéoles normalement aérés, pour lesquels la pression critique d'ouverture est égale à 0, c'est-à-dire qu'en fin d'expiration, tout est ouvert, et la pressurisation à l'entrée dans le système respiratoire va finalement augmenter le volume de ces alvéoles, et non pas leur nombre, il n'y aura pas de recrutement, avec le risque au niveau de ces territoires d'avoir une surdistension en fonction de leur compliance. On a plus profondément dans le poumon, selon un axe ventro-dorsal, des alvéoles faiblement aérées ou atélectatiques, dont la pression critique d'ouverture est cette fois-ci supérieure à 0, mettons 10 cm d'eau, donc il faudra qu'elles reçoivent une pressurisation d'au moins 10 cm d'eau pour pouvoir être réouvertes et du coup recrutées. Quand on va plus profondément encore dans le poumon, on a des alvéoles non aérées dans les régions toutes dorsales où la pression critique d'ouverture est encore plus élevée, 30 cm d'eau. Elles ne seront pas recrutées, donc elles ne seront pas réaérées tant qu'elles ne verront pas une pression d'au moins 30 cm d'eau. Et puis enfin, indépendamment du gradient ventro-dorsal, on a des alvéoles dites consolidées non recrutables, à peu près 20% du poumon d'après les études scanographiques, où la pression critique d'ouverture est très 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 importante, supérieure à 60 cm d'eau, et du coup ce chiffre, rappelez-vous-en, on verra à la fin du topo, parce que c'est un rationnel pour une stratégie de recrutement maximum, elles sont pratiquement jamais recrutées, disons dans le régime de pression normalement utilisé. Donc finalement, on va exploiter le potentiel de recrutement qui a été défini par Gattinoni au scanner. Donc c'est le scanner pour l'instant qui est le gold standard, qui est le juge de paix, mais il y a quand même des limites et ce n'est pas du tout l'objet de la discussion d'aujourd'hui d'en parler. Donc au scanner, pour une même pression, pour une même gamme de pression entre 5 et 45 cm d'eau, il a pu diviser finalement 68 patients avec SDRA en 2 catégories, des patients qui sont des faibles recruteurs. Donc vous voyez ici à l'œil qu'on a assez peu de réouverture des régions dorsales du poumon, mais regardez au passage la taille du cœur qui diminue considérablement entre 5 et 45 cm d'eau, et on anticipe des problèmes hémodynamiques chez ce type de patients. Et la deuxième catégorie de patients, c'est finalement des patients qui ont au contraire un fort potentiel de recrutement. On voit à l'œil ici qu'à 45 cm d'eau par rapport à 5 cm d'eau, on a une très nette diminution de la masse de poumon non aérée. Donc on a vraiment la réouverture et donc du recrutement avec, comme vous le pouvez le constater ici, une silhouette cardiaque qui reste de volume stable. Donc a priori, peu de problèmes hémodynamiques anticipés chez ces patients. Donc sur cette base, quels sont les avantages et du coup les indications des manœuvres de recrutement? L'avantage, c'est de réaérer le poumon, et pas simplement de le réaérer, mais d'augmenter la ventilation alvéolaire, c'est-à-dire de faciliter les échanges gazeux, on va améliorer l'oxygénation sanguine et on va pouvoir mieux éliminer le CO2. Donc on réalise ce qu'on appelle un recrutement anatomique, donc l'aération qu'on avait au scanner, mais également un recrutement fonctionnel. Ces alvéoles sont remises dans la ventilation et si elles ont une perfusion adéquate en face, eh bien elles vont améliorer l'échange gazeux. Jean-Michel Constantin à Clermont-Ferrand avait montré également que les manœuvres de recrutement amélioraient la clairance alvéolaire. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va faciliter la résorption de l'œdème, qui est une des caractéristiques essentielles du SDRA. Donc du coup, l'indication qui paraît la plus logique, c'est finalement des situations de dérecrutement. C'est-à-dire des situations dans lesquelles, de façon soit involontaire, soit volontaire, on va déconnecter le patient du respirateur, donc on va faire chuter brutalement les pressions qui s'exercent dans ce poumon, et donc provoquer un état de recrutement qui pourra être compensé par ces manœuvres de recrutement, ou bien par une aspiration endotrachéale qui n'a pas été faite de façon tout à fait minutieuse. La deuxième indication logique, c'est en cas d'hypoxémie sévère, et si on admet que la sévérité est liée à l'importance de la masse de poumon dérecrutée,
non aérés. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est complètement différente du traitement, c'est à titre diagnostique pour essayer de mettre en évidence la stabilité du recrutement induit par la PEP. Je vous en parle maintenant parce que je vous avais dit que la PEP, finalement, était étroitement liée au recrutement. C'est une étude qui est faite en tomographie par émission tomographie par impédance électrique, en EIT. Vous avez ici, on va se focaliser sur ce signal ici d'impédance téléexpiratoire. Donc voilà, on part de ce niveau-là, une certaine PEP. On fait une manœuvre de recrutement avec un niveau de PEP qui est un petit peu plus élevé qu'il était avant la manœuvre de recrutement. Et regardez, le signal d'impédance électrique, ici, il diminue progressivement. Il est instable, ça veut dire que finalement, on est en train progressivement de cycle à cycle de dérecruter du poumon. On fait une deuxième manœuvre de recrutement qui atterrit sur une PEP plus élevée. Et du coup, vous voyez qu'on a toujours un signal qui est instable, mais moins qu'ici. On fait une troisième manœuvre de recrutement, puis une quatrième manœuvre de recrutement en mettant des PEP plus élevées. Et du coup, vous voyez que le signal est beaucoup plus stable. C'est une ligne horizontale qui traduit le fait que cette fois-ci, la combinaison répétition des manœuvres de recrutement et PEP plus élevée qu'avant, finalement, a stabilisé le recrutement et permet de maintenir le poumon ouvert. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Mais vous voyez, c'est pas la manœuvre de recrutement en soi qui compte, c'est le fait que finalement, ça va nous aider à positionner une certaine PEP qui va permettre de stabiliser les alvéoles une fois recrutés. Alors il y a par contre des inconvénients. Il y a un certain nombre d'inconvénients. Il y a la surdistension alvéolaire qui est liée au fait qu'on va augmenter les pressions. Il y a un risque de pneumothorax, il y a un risque hémodynamique, et il y a une très jolie étude de Jean-Michel Arnal à Toulon qui avait fait le bilan entre les deux, entre l'effet finalement du recrutement et l'effet hémodynamique. Donc là, c'est une série de patients, donc tout ça, chaque courbe correspond à un patient, et ici, c'est le volume recruté. Et donc, vous voyez que des premiers éléments, de patient à patient, l'importance du volume recruté est très, très différente entre ce malade qui ne recrute pas, donc il y a des malades qui ne recrutent pas après une manœuvre de recrutement, et ce malade-là qui est un fort recruteur, il y a des grosses différences. Mais l'autre point, le deuxième point très important, c'est que alors que la manœuvre de recrutement dure 30 secondes, à 40 cm d'eau, vous voyez que le maximum de recrutement est atteint au bout de 10 secondes. Donc ces 20 secondes supplémentaires qu'on a passées à pressuriser le poumon, finalement, elles n'ont pas servi à recruter. Par contre, elles ont servi à diminuer la pression artérielle systolique que vous pouvez voir ici. Et c'est représenté pour ce patient particulier ici. Vous avez le bénéfice ici, mais donc c'est le volume recruté qui dure une dizaine de secondes, puis ensuite plus de bénéfice à la poursuite de la pressurisation. Par contre, vous voyez qu'à partir de la 10e seconde, on a une diminution progressive de la pression artérielle systolique. Donc on voit bien ici le bilan entre le bénéfice et le risque hémodynamique. Il y a une autre chose que je classerai dans les inconvénients qui est important pour vous comme kinésithérapeute, c'est finalement que ça va déplacer le mucus en périphérie. Donc il y a des études in vitro qui ont été capables de simuler du mucus humain et d'examiner le déplacement dans un tube de ce mucus après différentes manipulations du respirateur et notamment des manœuvres de recrutement. Et on voit que les manœuvres de recrutement, et c'est logique, elles ont tendance à maintenir le mucus, donc les sécrétions, dans le poumon profond et donc au contraire de faciliter l'encombrement. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a différentes méthodes, finalement. Il n'y a pas une méthode standardisée. Il y a le soupir, par exemple. Donc, en fonction des respirateurs, ça va être soit un grand volume courant, soit une augmentation de PEP sur un cycle ou plusieurs cycles consécutifs ou non consécutifs. La méthode la plus utilisée, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire une insufflation ponctuelle à X centimètres d'eau largement au-dessus des 30 cm d'eau, donc par exemple 40 cm d'eau pendant 40 secondes, vous voyez, c'est représenté ici. On a la ventilation cyclique ici en pression contrôlée à 15 cm d'eau. On fait la manœuvre de recrutement sans cyclage au-dessus, et puis donc qui dure 40 secondes, et puis on revient à la ventilation cyclique après, mais comme vous le voyez, avec un niveau de PEP plus élevé qu'avant, et vous avez vu le rationnel tout à l'heure. Et puis enfin, on a une stratégie maximaliste de recrutement dont je vous parlerai tout à la fin. Il y a quelque chose aussi que je classerai dans les inconvénients, c'est qu'en fait, la manœuvre de recrutement, même si elle est standardisée, imaginons comme dans cette étude-là, une insufflation à 40 cm d'eau pendant 40 secondes, en fonction du patient, on l'a déjà vu avec l'étude de Jean-Michel Arnal, la réponse va être différente. Ici, ils ont mesuré au scanner la masse de poumons recrutés, les grammes de poumons recrutés par une manœuvre de recrutement standardisée. Vous voyez qu'il n'y a aucun recrutement, il y a 0 g de poumons réaérés dans le SDRA léger. Il y a très peu de poumons réaérés dans les SDRA modérés. Par contre, effectivement, dans le SDRA sévère et le SDRA sous ECMO, dans cette étude, qui est une étude limitée, ce n'est pas des centaines de malades, donc ce n'est peut-être pas représentatif, mais on voit bien qu'en fonction des patients, on ne peut pas appliquer
une technique donnée en espérant avoir un bénéfice dans 100% des cas. Donc c'est important d'avoir ça en considération. Comment c'est utilisé en pratique les manœuvres de recrutement? Dans l'étude LungSafe, qui à ce jour est la plus grosse étude sur le SDRA, vous voyez que les manœuvres de recrutement sont utilisées très fréquemment. Dans le SDRA sévère, c'est utilisé aussi souvent que les cures rares, et c'est également utilisé dans 17% des cas dans le SDRA modéré et 11% des cas dans le SDRA léger. Et on a vu donc au scanner qu'on faisait potentiellement prendre des risques aux patients. Alors, néanmoins, donc, quand on regarde les essais cliniques, c'est intéressant de voir qu'on a eu plusieurs essais randomisés. Donc, on a un groupe de patients qui est tiré au sort pour faire un traitement conventionnel, et dans l'autre bras, c'est traitement conventionnel plus manœuvre de recrutement. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, globalement, donc on a ici toute cette série d'études, on a 11 études, et donc au total, on a une réduction significative dans le groupe manœuvre de recrutement de la mortalité. Donc ça, c'est quand même important comme message, mais les auteurs ont séparé les études en deux catégories. Celles qui ont un fort risque de biais, c'est que des études asiatiques, avec très peu de patients, qui effectivement tirent toutes du même côté, qui sont en faveur des manœuvres de recrutement. Quand on regarde par contre les études non biaisées, donc il y a beaucoup plus de patients, et la différence n'est pas significative. Alors, il y a une illustration qui est ici, c'est une étude conduite aux États-Unis, où vous avez ici un groupe de contrôle, et le bras expérimental, c'est le groupe de contrôle plus cette Open Lung Approach ici, donc ce schéma qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, vous avez une survie qui est meilleure dans le groupe Open Lung Approach. Ce n'est pas significatif, il y avait 100 malades par groupe, donc c'est peut-être un problème de puissance, mais il est possible quand même qu'il y ait une place à trouver pour les manœuvres de recrutement dans le SDRA, mais pour l'instant, donc cette différence n'est pas significative. Et vous voyez au passage qu'effectivement, et c'est tout à fait logique, la PEP dans le groupe Open Lung Approach est en moyenne plus élevée de 4-5 cm d'eau que dans le groupe de contrôle. C'est logique du fait de la stratégie employée. Enfin, pour conclure, je voulais parler de cette étude donc, qui a fait beaucoup de bruit, donc qui a utilisé une stratégie de recrutement maximum, et ils sont allés au bout de les chercheurs brésiliens sont allés au bout de leur concept. C'est-à-dire l'idée, c'est comme on avait vu sur une des premières diapos, si on veut recruter 80 à 85% du poumon des recrutés au cours de SDRA, il faut y mettre le prix en termes de pression, c'est-à-dire qu'il faut monter la pression, vous avez vu, au moins à 60 cm d'eau. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ici, pendant 4 minutes, en pression contrôlée, 15 cm d'eau de pression motrice, on va mettre une PEP à 25 cm d'eau, donc on est à 40 en fin d'inspiration, puis à 35, on est à 50, puis à 45, on est à 60. Ça dure 4 minutes. Puis ensuite, on baisse la PEP progressivement. À chaque étape de PEP, on mesure la compliance et on va positionner la PEP pas exactement au niveau de PEP qui génère la compliance maximum, mais au niveau 2 cm d'eau au-dessus du niveau de PEP qui a généré cette compliance maximum. Donc si la compliance maximum est à 14, on se mettra à 16 cm d'eau. On refait une manœuvre de recrutement du même type que là parce que pendant cette période de décroissance de PEP, on a dérecruté le poumon. Et ensuite, on va maintenir la PEP optimale pendant le reste du traitement. Ce traitement sera répété, donc est fait à la randomisation et il est fait également à chaque fois qu'il y a un processus de dérecrutement style aspiration ou déconnexion du respirateur. Et donc cette étude, qui est une énorme étude, il y a 500 malades par groupe, donc 1000 malades avec SDRA, et vous voyez qu'il y a plus de mortalité, 10% de plus de mortalité dans le groupe stratégie recrutement maximum. Donc ils sont allés au bout de leur concept, mais avec quand même un gros prix à payer. Donc il y a eu plus de mortalité dans le groupe recrutement maximum par rapport au groupe qualifié de faible PIB qui est quand même en moyenne de 13 cm d'eau. Et vous voyez que les mortalités sont quand même largement supérieures à ce qui est rapporté dans LungSafe où la mortalité est de 40%. Là, on est largement au-dessus de 40%. Donc pour conclure, où est-ce qu'on en est en 2019? Certainement pas la stratégie de recrutement maximum. Pas d'utilisation systématique. Par contre, effectivement, ça peut être logique, c'est tout à fait logique après les manœuvres de dérecrutement. Chez les malades les plus hypoxémiques avec SDRA, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien entre la sévérité de l'hypoxémie et l'importance de la masse pulmonaire non aérée. Donc c'est une approche finalement au cas par cas, et en tout cas avec d'extrêmes précautions, notamment sur le plan hémodynamique, donc une surveillance hémodynamique étroite. Mais vous avez vu aussi avec la méta-analyse que finalement, il y a une place à trouver pour les manœuvres de recrutement, puisqu'on a un certain signal sur certains types d'études. Donc l'histoire n'est pas finie, et je vous remercie de votre attention.